webinaire. Donc, comme on a l'habitude de le faire avec Olivier, je m'occupe de l'introduction de ce webinaire. Donc, bien évidemment, je vous remercie beaucoup d'être présent ce soir. Donc, ce soir, la thématique qu'Olivier souhaitait mettre en avant, c'était la thématique de bien vieillir. Alors, c'est vrai qu'on est parti d'abord sur une communication autour de ses naissances. C'est vrai que c'est un terme qui est très fort et puis qui est très joli, mais bon, c'est vrai que pour beaucoup, des fois, ça ne parlait pas forcément. Donc, on a préféré rester sur le bien vieillir pour finir. Le but était alors, pas forcément de parler à un groupe ou à une cible spécifique, ça veut dire à des personnes pouvant être 50 plus ou même au-delà, mais c'était vraiment de pouvoir en fait de traiter de la question, et Olivier lui rentrera dans les détails, mais de savoir en fait quels sont les facteurs qui petit à petit impactent notre quotidien quand on vieillit et dans lequel se corrèle l'alimentation, la nutrition et comment faire pour conjuguer bien les deux pour bien vieillir et puis surtout, voilà. Alors, pas forcément tout faire juste, Olivier reviendra en détail dessus, mais c'est un des points qui était pour nous important. On fait suite à pas mal de webinaires qu'on a mis en place déjà depuis le début de l'année, où on avait traité, par exemple, de pas mal de sujets autour du, comment on appelle ça, on avait fait… on avait fait autour de la femme, on avait fait pas mal de choses aussi autour de l'allergie. Donc, il y a énormément de sujets qui sont intéressants et qu'on traite. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est bien vieillir et c'est ce sur quoi on va pouvoir maintenant attaquer. De mon côté, j'interviendrai que très peu lors de ce webinaire. Ça va être principalement la main à Olivier et je vais introduire quelques questions lors de ce webinaire qui seront sous forme de sondage. Et le but, c'est de voir petit à petit quels vont être un petit peu soit les ressentis, les positions, les connaissances de chacun et de chacune, afin d'avoir et de pouvoir présenter un petit peu un panel. Comme ça aussi, ça permet à nous comme à vous de se donner un petit peu une idée de comment chacun, parce que c'est pas nominatif, mais au moins ça permet de donner un ordre de grandeur assez intéressant. Et voilà. Et à la fin, on partira sur un Q&A. Donc là, simplement, on vous demandera de poser vos questions dans le module directement. Donc, vous pourrez taper votre question. Et moi, je reviendrai dessus. Je la dicterai à Olivier. Et lui, il se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Donc, voilà. Ça devrait durer une heure à peu près, je pense, à voir combien Olivier a prévu de temps sur la totalité, inclus donc la partie des questions et réponses. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez-les déjà au niveau des questions dans la partie donc, de la conversation. Et ensuite, on reprendra ça à la fin dans les questions pour Olivier. Donc, on va pouvoir attaquer. Donc, je laisse la parole maintenant à Olivier. Merci Arnaud, merci de cette introduction. Bonjour et plutôt bonsoir à toutes et à tous. Et oui, donc ce webinaire, ça me tenait à cœur d'animer un webinaire sur le bien vieillir parce que finalement, vous allez comprendre que notre âge d'or, il est assez court, ce serait 20 ans. Hein. À 20 ans, on est au sommet de notre forme physique. Et puis après, on ferait que de gentiment se dégrader. Donc, vous voyez, après, certains arrivent jusqu'à 110 ans, donc pendant 90 ans, on ferait que de se dégrader. Donc, comment on peut faire pour bien vieillir finalement J'aime bien écouter les podcasts de Legend de Guillaume Play. Et puis, j'avais entendu le podcast de ce monsieur, docteur Christophe de Gégère. Je vais vous montrer plusieurs livres parce que je pense que c'est important que vous compreniez aussi comment moi je fonctionne. Donc, j'ai écouté le podcast, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui me parlaient. Il y avait des choses aussi qui m'ont rappelé à l'importance de certains micronutriments. Je me suis réintéressé. Je vous reparlerai aussi de la mélatonine, d'ailleurs, qui est interdite en vente en pharmacie où nous, on ne peut pas vendre de la mélatonine. C'est normalement sur ordonnance. Vous voyez. Dans certains pays, bien sûr, on peut se la procurer. Donc, je vais revenir sur plein de domaines différents
parce que finalement, moi, c'est un échange que j'aime apporter à travers énormément de lectures, et je vais revenir avec certains types de livres, et je me permets justement un petit aparté sur mon tout dernier livre, hein, qui va être officiellement dans les bacs jeudi, et en fait, bah, c'est justement une synthèse d'énormément de livres parcourus où chacun a un bout de choses intéressantes. Et puis moi, j'ai eu l'ambition de tout mettre dans un livre en me disant, ben voilà, il faut reparler du sommeil, il faut parler de la micronutrition, de la nutrition, comment on peut bien vieillir, de l'activité physique, euh, aussi de tout ce qui est lié au microbiote, à la respiration, à la qualité de l'eau, etc. Et de réussir à faire que ce soit assez digeste tout ça pour bien fonctionner en bonne santé le plus longtemps possible. Et j'aime bien quand même la définition de l'OMS sur ce que c'est la santé, hein, je vous le lis là, c'est un état complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc j'aime bien cette définition parce que aussi bien vieillir, c'est aussi plutôt essayer de gagner en sérénité, et c'est pas toujours évident parce que on voit qu'il y a des choses qui vont moins bien, on court moins vite, on saute moins haut, peut-être qu'on a l'impression qu'on réfléchit moins vite, etc. Mais comment on peut faire pour finalement bien vieillir et, comme j'aime aussi souvent le dire, plutôt rajouter de la vie à ses années que des années à sa vie. Idéalement, ce serait de rajouter de la vie à ses années et aussi beaucoup d'années à sa vie. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Et dans les thèmes abordés, eh bien, quand même reparler de l'espérance de vie, parce que en fait, notre espérance de vie a énormément augmenté, hein. Il n'y a pas si longtemps en arrière, les gens vivaient jusqu'à 30 ans. Les gens, il fallait qu'ils fassent des enfants très tôt, à l'âge de 15 ans, parce que ils mouraient aussi très jeunes, hein. Donc, on se rend compte que en un siècle, on a gagné énormément en espérance de vie. Et souvent, les gens me disent, oui, mais alors, tu nous racontes plein de trucs avec tes histoires de santé et tout, mais finalement, on a gagné en espérance de vie. Mais est-ce qu'on a gagné en qualité de vie ces dernières années? Sûrement pas. Ça, on le sait, hein. On sait que de plus en plus jeunes, les gens deviennent dépendants au niveau de leur santé d'autres personnes. Et dans ce que disait très bien ici De Gégère, j'aime bien quand il dit, en fait, on devrait être capable de prendre 1 heure et demie par jour pour nous, à travers des choses qui nous parlent, hein. Ça peut être l'activité physique, ça peut être de faire la cuisine, ça peut être de faire de la relaxation, ça peut être plein de choses, mais 1 heure et demie pour soi, par jour, il faudrait pouvoir les prendre pour son bien-être. Et ce n'est pas quelque chose d'égoïste, au contraire, parce que ça nous permettra de mieux fonctionner, que ce soit d'interagir et de ne pas devenir dépendant de notre société, de problèmes médicaux qui après vont demander plus de personnes autour de nous. Alors après, bien entendu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et puis, pour ceux qui me connaissaient, vous savez aussi qu'il y a des gens qui ont plus de chance, moins de chance. Moi, j'ai été opéré 2 fois à cœur ouvert, c'est un problème congénital. Voilà, il faut faire avec. Mais justement, est-ce qu'on arrive à reprendre assez vite ou pas? Ça, c'est tout ce qui est lié à ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne fait pas par rapport à sa santé. Voilà. Donc, il y a cette notion aussi qui est très intéressante dans la longévité. Et là, je reprends cette étude du docteur de Gégère qui dit, en fait, à 20 ans, par rapport, on va dire, au ressenti de l'âge, entre l'âge chronologique, le ressenti et l'âge physiologique, à 20 ans, tu as l'impression d'avoir 20 ans. Ça, c'est sûr. Normalement, ça va plutôt bien. Quand tu sors, tu peux sortir plutôt 4 soirs de suite, voire 4 nuits de suite. C'est plus facile que 30 ans après. Ça, c'est certain. Et en fait, en vieillissant, ce qui est mis en avant, c'est que beaucoup de gens ont l'impression, attention, c'est vraiment que l'impression, ils se disent, voilà, j'arrive à aller à 50 et 60 ans, ouais, moi j'ai l'impression d'avoir bien 10 ans de moins. Et lui, il met en avant que non, en fait, les gens se comparent très souvent à des gens qui vont
pas très bien. Et ils se disent, mais par rapport à eux, ah ben moi, je me sens vachement plus jeune. Mais en réalité, beaucoup de gens, quand ils arrivent à la cinquantaine, soixantaine, eh bien, auraient plutôt, par rapport à leur âge, on va dire, biologique, 10 ans de plus. Vous voyez, donc, c'est intéressant entre ce soi-disant ressenti. Moi, j'aime bien souvent dire, ouais, moi, dans ma tête, au niveau de la motivation, de tout, etc., c'est comme si j'avais même pas 30 ans. Après, je pense qu'au niveau de la vitesse de récupération ou même de réflexion, ça ne doit quand même pas être tout à fait la même chose. Après, on peut compenser évidemment avec l'expérience des choses. Et après, ce qu'il explique aussi, c'est qu'à partir de 80 ans, ben là, on se rend compte de nouveau que oui, alors là, on commence à devenir quand même assez âgé et que on retombe un peu dans l'âge qu'on a réellement, à quelque part. Mais c'est intéressant de se dire, ben, finalement, on n'a pas toujours la vraie vision de l'âge qu'on a et qu'au niveau physique, justement, au niveau des capacités physiques, c'est pas parce que tu as 50 ans que tu es plus capable de faire des sprints ou de soulever des poids, etc., etc. Voilà. Et après, alors, ce qui est aussi très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on parle des fameuses zones bleues, les blue zones, qu'on va retrouver dans différents pays du monde. Hein, c'est où la population vit significativement plus longtemps que la moyenne. Et dans ces zones bleues, hein, vous avez la Sardaigne, c'est assez intéressant, hein, c'est là où on a le plus de centenaires, surtout au niveau des hommes. Alors bon, pourquoi c'est plus au niveau des hommes? Ça, je ne sais pas si ils délèguent encore un peu plus aux dames, peut-être, je ne sais pas, c'est déjà qu'on délègue pas mal. Sinon, il y a Okinawa. Alors là aussi, hein, ça c'est bon, on sait qu'on a une alimentation aussi souvent qui est une alimentation qui porte à bien vieillir. Vous avez Loma Lindas en Californie, ça c'est une communauté adventiste du 7e jour qui a un mode de vie très sain. Vous avez Nicoya, Costa Rica. Donc là, on a des habitants qui ont un mode de vie très actif, une forte cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est quelque chose de fondamental et qu'on va retrouver à passablement d'endroits. Hein. L'être humain, c'est un animal social. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. D'ailleurs, quand les personnes qui deviennent vraiment plus âgées, très âgées, perdent leur compagne ou leur compagnon, souvent, dans l'année qui suit, eh bien, eux-mêmes partent aussi vers d'autres cieux. Et vous avez Ikaria, c'est la Grèce, connue pour une faible incidence de maladies chroniques et une alimentation aussi méditerranéenne qui est très intéressante. On sait qu'il y a un effet très protecteur aussi au niveau cardiovasculaire et au niveau des cancers, parce que ce dont on meurt le plus, parce qu'à un moment donné, il y a quand même peu de gens qui meurent de leur belle mort, c'est les maladies cardiaques et de plus en plus les cancers qui commencent à les rattraper. Et puis, petite, je dirais, touche du côté des Blue Zones avec un objectif, avec une collaboration aussi que je suis en train de mettre en place avec la fabrique à champagne, ça s'appelle Santé Suisse, et leur objectif, c'est de mettre en place une Blue Zone à Champagne. Alors, le mot Champagne, ça tombe bien peut-être pour faire une Blue Zone, mais ça va dans cet état d'esprit. Et je crois que Magali Aguirre suit le webinaire et je trouve que cette idée est juste magnifique et ça, c'est pour dans quelques mois. Voilà, voilà. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on vieillit finalement, hein? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce qui est les déclencheurs de cette sénescence? On revient quand même sur le stress cellulaire. Et le stress, c'est vraiment ce qui est lié au stress oxydatif. Alors moi, sur ma fameuse machine multiscan, je peux mesurer ce stress oxydatif. C'est quand on produit trop de radicaux libres. Ça crée trop de stress et ça amène un vieillissement au niveau de la cellule. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui, si le stress oxydatif est trop important, ça crée de l'inflammation. Et cette inflammation, c'est pas bon. Hein. Je dis toujours inflammation, infection, apoptose, mort cellulaire, et vous augmentez les risques de cancer, d'AVC, de crise cardiaque, de diabète, etc. Donc, c'est vraiment important de pouvoir limiter le stress oxydatif
en limitant d'une manière générale son stress. Parce que ce qui tue peut-être le plus à l'heure actuelle, c'est le stress dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit. Et qui dit stress, souvent dit un déséquilibre du système nerveux autonome. Donc, on a une perturbation du nerf vague qui amène justement de l'inflammation dans le corps. Donc, un des objectifs vraiment très importants, c'est de diminuer le processus inflammatoire. Et ce qui est intéressant, je reviendrai sur l'importance du sport, c'est que quand vous faites une activité physique, eh bien, vous allez augmenter la capacité du corps de limiter finalement l'activité des radicaux libres, du stress oxydatif, mais quand vous en faites trop et pas très bien, et que vous ne mangez pas ce qu'il faut, vous ne buvez pas ce qu'il faut, etc., eh bien là, vous augmentez le stress oxydatif. Et les gens qui font énormément de sport n'ont pas forcément, souvent pas ceux qui ont la plus grande espérance de vie. Ça, c'est aussi deux choses à bien comprendre. Donc, trouver toujours le juste équilibre, la bonne dose. C'est la dose qui fait le poison à peu près dans tout. Donc, après, on a aussi l'activité des télomères. Je pense que vous avez déjà entendu, il y a des bouquins entiers sur les télomères. Les télomères, ils vont protéger les extrémités des chromosomes, lesquels se raccourcissent avec chaque division cellulaire. Puis, lorsqu'ils deviennent trop courts, eh bien, la cellule entre en sénescence, donc elle vieillit plus vite. Donc, là aussi, faire attention à ça. Et de nouveau, le processus inflammatoire va agir de manière négative sur ces fameux télomères. Puis après, vous avez tout le vieillissement tissulaire. C'est l'accumulation de cellules sénescentes dans les tissus qui vont entraîner une dégradation fonctionnelle, une altération de la régénération cellulaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. Et une des choses qu'on voit le plus rapidement si on vieillit, parce que ce qui se passe dans notre tête, peut-être qu'on ne peut pas directement le voir, c'est la qualité de la peau. Quand on se dit, voilà, quand tu commences à être une vieille peau, c'est que tu es une vieille peau. Donc, tu commences à avoir des taches sur ta peau, des choses comme ça. Bon, ouais, c'est qu'on voit qu'on vieillit et que c'est un des moyens les plus, je dirais, parlants de voir que le vieillissement commence à venir, c'est les rides, c'est toutes ces choses-là. Après, on peut toujours faire du botox, faire plein de choses. C'est pas toujours très réussi, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est pas moi de juger ce que les gens veulent bien faire à ce niveau-là. Voilà. Donc, au niveau du vieillissement, ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est comment je peux diminuer le stress oxydatif en ayant aussi une alimentation qui est riche en bonne graisse, en légumes, parce que les légumes contiennent beaucoup d'antioxydants, et puis, bien entendu, aussi tout ce qui est lié, je dirais, à certains types de protéines. Mais je reviendrai là-dessus au fur et à mesure de cette présentation. Après, comme je vous ai dit, l'âge d'or physique, c'est à peu près 20 ans. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le métabolisme de base diminue d'environ 1% par an à partir de 30 ans. Donc, si on fait peu d'activité physique, notre métabolisme va diminuer encore plus parce que notre masse musculaire va diminuer. Et ce qui permet aussi de booster notre métabolisme, eh bien, c'est, je dirais, nos muscles. Mais pas que, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque organe interne a son propre métabolisme. Alors, si vous avez votre foie qui ne fonctionne pas bien, le métabolisme du foie, évidemment, il va travailler plutôt au ralenti et ça va amener différents types de problèmes. La même chose au niveau des reins, la même chose au niveau de tous les organes internes. Donc, là aussi, comment on peut faire pour bien renforcer tous ces différents métabolismes, eh bien, une fois de plus, tenir compte de certains types de paramètres. Et je dirais que, de nouveau, les modifications les principales au niveau physiologique en vieillissant, elles sont multiples. J'ai dit le métabolisme de base, c'en est un. Vous avez l'appareil locomoteur. Alors, au niveau articulaire, oui, j'ai des douleurs. Moi, je dis souvent dans l'équipe de tennis, là, c'est l'équipe des tamalous. C'est aujourd'hui les tamalous, c'est le coude, le genou, c'est ci, c'est ça. Mais là aussi, on peut diminuer vraiment d'une manière assez incroyable
les problèmes articulaires à plein de niveaux, déjà grâce à l'activité physique, évidemment, mais de nouveau, il faut qu'elle soit bien faite, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est sûr que moi, je ne vais pas faire de la pliométrie haute à mon âge, ça c'est certain. Et puis après, on a des choses qui aident énormément. Je vous donne quelques exemples. Moi, j'aime bien toujours parler du fameux curcuma qui a un effet anti-inflammatoire extraordinaire, qui a aussi un effet sur les fonctions cognitives, sur le cerveau, sur le fameux BDNF, c'est le facteur neurotrophique du cerveau, qui permet de continuer à fabriquer des neurones qui fonctionnent bien. Après, vous avez tout ce qui est lié au collagène. Alors, moi, le collagène, je suis assez fan parce qu'en vieillissant, on se rend aussi compte que le collagène, on pense toujours à la peau, mais les os, les tissus, les ligaments, les tendons, etc., c'est aussi des choses qui vont être impactées en vieillissant et on doit mieux finalement, on doit mieux s'en occuper. Je fais souvent l'analogie avec la voiture. Quand tu as une voiture qui a, 150 000 km, eh ben, elle demande quand même plus d'entretien que si elle en a 20 000. Ça paraît quand même assez logique. Hein, on est d'accord, si tu as une old-timer, tu sais qu'il faut aller plus souvent peut-être voir ce qu'on peut faire comme entretien que si ta voiture est neuve. Donc, c'est un peu la même chose, mais ça, on ne l'a pas toujours compris. Donc, les besoins ne sont plus tout à fait les mêmes. Même chose au niveau du système nerveux, même chose au niveau des organes d'essence. Hein. On voit de plus en plus des gens, peut-être, qui ont écouté la musique un peu trop fort, plus jeunes et tout, mais qui ont des problèmes auditifs de plus en plus jeunes. Il y a aussi tout ce qui est lié à la vision, hein, avec tous ces problèmes aussi liés à la cataracte, etc., avec certaines carences qui font qu'on aura plus facilement, plus rapidement des problèmes aussi à ce niveau-là. Le système cardiaque, alors là, waouh, là on pourrait en faire, d'ailleurs j'aimerais une fois en faire un que là-dessus au niveau cardiovasculaire, parce que là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut au niveau activité physique? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut au niveau de notre alimentation? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut au niveau de l'hydratation et tout? Certainement pas. Même chose au niveau respiratoire. Au niveau respiratoire, moi je pense qu'il faudrait réapprendre à la plupart des personnes de respirer correctement. Moi, j'avais adoré ce livre, j'en parle presque toujours aux gens quand ils viennent en consultation, Respirer de James Nestor. Moi, ce livre, il a clairement changé ma vie parce que j'ai compris que déjà depuis tout petit, je dormais certainement la bouche ouverte, j'avais plein d'allergies, que j'ai eu de l'asthme, que j'ai plein de trucs, et qu'en fait, on est fait pour fermer notre bouche et puis ouvrir nos narines, voilà, tout simplement. Et que quand on arrive à respirer comme ça les 3/4 du temps, eh bien, on amène de l'oxygène de qualité dans nos tissus, un fameux gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique, le NO, et qui est plus qu'un gaz, c'est un neurotransmetteur, hein, et ça permet d'amener de l'oxygène de manière correcte dans tous les tissus et d'acheminer les vitamines, les minéraux, etc., correctement dans la cellule. Là, ça me fait juste rebondir sur un autre paramètre tellement important, c'est la qualité de l'eau. Moi, je donne toujours l'exemple, je dis, mais finalement, moi, j'ai fait plein de diplômes, je suis entraîneur d'élite suisse olympique, on n'a jamais parlé de la respiration, ok, bizarre, peut-être pas toi ils le font, je ne sais pas. J'ai un diplôme universitaire en alimentation, santé, micronutrition, on n'a jamais parlé de l'eau. L'eau, c'est le constituant essentiel du corps. Là, dans le dernier magazine Nexus, vous avez, il est sorti ce mois, tout un chapitre là-dessus, super intéressant parce que ça confirme ce que moi j'ai aussi pu observer. C'est-à-dire que l'eau qu'on a généralement, qu'on boit, est-ce qu'elle nous fait du bien? Acheter de l'eau, c'est le truc le plus stupide que vous puissiez certainement faire parce que l'eau, elle est dans du plastique. On a bien compris que le plastique, c'est pas vraiment ce qui est le mieux. Et l'eau en verre, les bouchons amènent des problèmes dans l'eau qui est dans cette eau minérale. Pas intéressant non plus. Donc finalement, il n'y a qu'une bonne eau. Ce serait l'eau du robinet, mais il faudrait la filtrer et il faudrait la redynamiser. Et là, naturellement, ce qu'on va manger va être bien transporté et ça va arriver correctement dans nos cellules. Donc la qualité de l'eau, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en fait, il y a peu d'études sur l'eau et sur l'importance de la qualité des eaux qu'on boit, tout simplement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très important et ça va jouer un rôle sur la fonction rénale, évidemment, mais sur l'appareil digestif aussi. Ça va jouer un rôle à plein de niveaux
Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à tenir compte, à mon avis, et on n'en parle pas assez, c'est la qualité de ce qu'on boit. Voilà. Donc, c'est tous des systèmes liés à notre physiologie qui, en vieillissant, vont peut-être moins bien et même certainement moins bien fonctionner. Donc, par rapport à tout ça, on aura aussi, au niveau hormonal, des changements hormonaux qui vont se faire en vieillissant, c'est certain. Et prenons l'exemple type, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est bien plus qu'une vitamine, c'est une hormone. D'accord? Donc, cette vitamine D ou cette hormone D, elle joue un rôle au niveau des fonctions cognitives, au niveau du système osseux, au niveau de la peau, au niveau même du muscle. Et la plupart des gens sont carencés en vitamine D. Et là, des fois, je m'insurge contre les bilans sanguins qui sont proposés parce qu'ils ne sont pas faits systématiquement. On sait qu'il y a une relation directe entre le cancer du sein et une vitamine D basse. D'accord? On sait aussi que cette vitamine D, au niveau cognitif, elle est super importante. Donc, il faut la mesurer. Le stress oxydatif dans les bilans sanguins, il n'est jamais fait. On vous mesure le cholestérol. Si vous voulez avoir une idée de certaines choses par rapport aux problèmes cardiaques et le cholestérol, voilà, je peux vous donner un autre livre exceptionnel qui confirme ce que moi j'ai lu depuis des années et qui vous évitera peut-être de bouffer des statines. De nouveau, c'est mon opinion, mais je vous la partage. Donc, à ce niveau-là, on se rend compte que, de nouveau, la vitamine D ou certains types, je dirais, de micronutriments sont super importants et le stress oxydatif, eh bien, dans les bilans sanguins, il est quasiment jamais demandé. Si vous voulez faire la demande du SOD-GPX, c'est justement ce qui permet de mesurer si vous êtes en train de vieillir aussi prématurément, eh bien, la plupart des médecins ne le connaissent pas, ce bilan. Mais ça, c'est un bilan qui sera pertinent. Et après, une fois qu'on a certains types de bilans, la même chose chez l'homme. Hein. Chez l'homme, s'il ne demande pas finalement la testostérone, où est-ce qu'il se retrouve au niveau de sa testostérone, on ne va pas le faire forcément. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même un élément super important. La même chose avec la DHEA. On peut demander de mesurer la DHEA. Si vous ne le demandez pas, ce ne sera pas fait. Et c'est bien dommage aussi. Chez la femme, on sait que la femme, au niveau hormonal, c'est super complexe, pardon. Et donc, typiquement, un livre comme celui-là, mais génial ce bouquin, je le recommande aussi, mais grandement, c'est Entraînez-vous comme une femme, pas comme un homme. Ben oui, parce qu'au niveau hormonal, la femme ne fonctionne pas comme un homme. Et pourtant, on fait presque toujours les mêmes programmes. Il n'y a pas grand-chose qui change. Alors que non, l'alimentation aussi par rapport au cycle de la femme, aux 4 cycles, on va dire, à l'intérieur d'un cycle, elle devrait être aussi adaptée. Et là, je reviens sur un mot pour moi qui est vraiment important, c'est de retrouver des choses qui sont adaptées à son fonctionnement, à qui on est, à sa génétique, à ce qu'on fait au niveau de sa personne, hein, au niveau aussi on va parler du sport, mais aussi au niveau professionnel, parce que l'ennemi public numéro 1, c'est le manque de temps. Alors, il faudrait peut-être réapprendre à planifier son temps pour pouvoir finalement se dire, mais qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie, pour vraiment se rendre compte que le plus important, c'est notre santé. Mais tant que tu n'as pas eu de pépin de santé, c'est normal d'être en bonne santé. Moi, je donne souvent l'exemple, pourquoi je me suis intéressé à tout ça? Parce que finalement, j'ai eu tellement de trucs. Moi, je peux vous parler du système des migraines, hein, avec des migraines jusqu'à perdre la parole, paralysie, des trucs de dingue. Ouais, voilà, j'ai connu ça. C'est pas très agréable. Alors, je suis venu à bout, les problèmes intestinaux, plein de trucs. Hein, j'en ai. Et puis à la fin, on arrive, si on cherche, on arrive à trouver des solutions à peu près à tout. Et c'est ça qui est assez génial pour continuer d'essayer de bien vieillir aussi. Et ça, je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. Hein. Essayez de vous entourer de gens qui ont un bon état d'esprit, des gens qui vous tirent en avant et non pas qui vous disent, ouais, de toute façon, voilà. J'entends souvent le truc, ouais, mais bon, il faut bien mourir de quelque chose aussi. Hein, donc, autant manger de la merde et puis boire n'importe quoi. Parce que, voilà. Mais
Alors oui, si tu veux penser comme ça, tu penses comme ça. Moi, j'ai pas de souci par rapport à cette façon de penser. Mais c'est comme la personne qui dit, moi, je suis un bon vivant. Mais le bon vivant, il est vraiment vivant. C'est pas parce qu'il mange beaucoup, qu'il boit beaucoup, qu'il est bon vivant. Le bon vivant, c'est quelqu'un qui, justement, peut utiliser toutes ses capacités physiques et intellectuelles et vivre pleinement sa vie. Après, de nouveau, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais parmi tout ça, on voit certaines choses qui sont très intéressantes aussi. Lui, il va parler de la DHEA, il parle de la mélatonine, il parle d'un autre produit que je me suis procuré, c'est la nicotinamide mononucléotide. Donc voilà, ça c'est aussi assez intéressant parce qu'on est un peu dans le biohacking et c'est vrai qu'au niveau cellulaire, j'ai trouvé ça très intéressant. Nous, on a proposé au niveau des neurotransmetteurs parce qu'on sait que le cerveau, oui, évidemment, il vieillit aussi et qu'il y a deux paramètres fondamentaux en micronutrition pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. C'est tout ce qui est lié à la myélinisation du cerveau qui permet d'avoir des bonnes connexions, un bon système électrique du cerveau. Donc là, typiquement, nous, avec le krill et la vitamine D qu'on propose régulièrement, ça permet d'être réactif dans son cerveau. Vous voyez, ce n'est pas du style, on vous balance une vanne à 8 heures du matin au boulot, puis c'est le soir à 20 heures, vous dites « Ah ouais, c'était ça qu'il a voulu dire ». Là, c'est que ça ne va pas très vite dans votre tête. Vous voyez, donc là, c'est la réactivité aussi, elle est beaucoup liée à ça. Et sur les neurotransmetteurs, moi, c'est des choses que je mesure maintenant depuis plus de 10 ans avec ma fameuse machine, avec mon multiscan. J'ai quasiment personne qui a un bon équilibre entre la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, le GABA et l'acétylcholine. L'équilibre, il n'est pas terrible. Alors, nous, on a réfléchi et puis on a justement aussi le MindSharp, qui est un produit qui permet d'agir de manière vraiment très efficace sur l'ensemble des neurotransmetteurs. Et finalement, on se rend compte qu'on fonctionne mieux, que l'humeur est meilleure, que la sérénité est plus présente, que la réactivité est aussi bien là. Et ça, c'est quand même tous des paramètres qui sont super intéressants. Moi, souvent, on me dit, après des conférences, oui, mais moi, je pourrais venir vous voir, je pourrais peut-être essayer ça ou ça, mais je vais bien. Tant mieux. Mais peut-être que les gens ne se rendent pas compte qu'ils pourraient aller encore bien mieux. Mais de nouveau, ça, c'est chacun, finalement, peut avoir une vision des choses différentes. Mais par contre, d'être curieux de se dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, typiquement le sommeil. Si vous avez peu de sommeil profond et peu de sommeil paradoxal, si vous manquez de sommeil profond, vous n'allez pas vous réparer physiquement, clairement. Si vous manquez de sommeil paradoxal, vous allez mal vous réparer, on va dire, intellectuellement et mentalement. Et ce n'est pas parce que vous dormez beaucoup que vous allez effectivement avoir un sommeil de qualité, mais c'est parce que vous avez du sommeil avec au moins 1h30 de sommeil profond, 1h15, 1h30 de sommeil paradoxal. Vous sentez vraiment la différence. Mais par contre, si vous dormez toute la nuit la bouche ouverte et que vous ronflez, ça, je peux vous garantir que vous n'allez pas être reposé. Donc ça commence par des choses aussi toutes simples finalement. Et là, les deux paramètres de base, ça reste l'oxygène, ni trop ni trop peu, parce que si on consomme trop d'oxygène, on fabrique trop de radicaux libres, mais on a besoin d'oxygène de qualité, et puis on a besoin effectivement d'eau dans le corps et de l'eau aussi de qualité. C'est tous des paramètres qui sont vraiment très très importants. Dans les autres paramètres qui sont tellement importants, sur lesquels j'aimerais vraiment revenir, parce que pour moi, c'est quand même ma première activité au tout départ dans ma carrière professionnelle, c'est l'activité physique. C'est l'activité physique avec cette problématique qui est liée à la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte de masse musculaire. Et ça, c'est un sacré problème parce que là, j'ai pris quelques chiffres. Donc, les muscles squelettiques perdent 50% de leur poids entre 20 et 80 ans. C'est énorme, évidemment que c'est énorme. La force musculaire diminue de 12 à 15% par décennie. Et on sait que
la force de préhension, hein, la force de serrer quelque chose, est en relation directe avec non seulement l'espérance de vie, mais aussi par rapport au risque de cancer. D'accord? Quand vous serrez la main à quelqu'un qui vous serre la main comme ça, dites, il est bientôt foutu celui-là. Non, c'est juste pour vous dire qu'à quelque part, c'est vraiment important de continuer à travailler la force musculaire. D'accord? Et la sarcopénie est estimée à 60% des femmes de plus de 60 ans et de 45% chez les hommes de plus de 60 ans. D'accord? Mais que cette perte de masse musculaire commence dès l'âge de 40 ans. Donc déjà à 40 ans, on est en train de perdre de la masse musculaire. Donc ça va avoir un effet énorme au niveau du vieillissement hormonal aussi. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour un homme, s'il continue de faire de la musculation, eh bien, ça va agir aussi positivement sur sa testostérone. Donc, on ne peut pas juste dire « Ouais, moi, je fais un peu de golf ». D'ailleurs, lui, il en parle beaucoup là-dedans parce qu'il doit avoir une dent contre le golf parce qu'il dit toujours « Mais il faut arrêter, hein, même si vous faites un parcours de golf, finalement, au niveau cardio, ce sera clairement pas suffisant parce que, et moi là, je le rejoins, il faut sortir au moins une fois par semaine de sa zone de confort, monsieur, dame. Il faut monter dans sa fréquence cardiaque, il faut y aller. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et à tout âge, si on est capable, il ne faut pas faire que de l'endurance. Et le mieux, ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, à part si vous voulez devenir champion du monde dans votre catégorie de 50, 60 ou 40, j'en sais rien, d'une seule discipline, le mieux, c'est de croiser les activités physiques, c'est-à-dire d'avoir une activité style CrossFit une fois par semaine, vous allez faire du vélo, une fois du tennis, travailler la mobilité, travailler la souplesse et vraiment la régularité. Donc, plus vous croisez les activités physiques, mieux ce sera. Et la mobilité, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est aussi une méthode que moi j'ai trouvée extraordinaire. Ça, c'est fascia. Après la deuxième opération à cœur ouvert que j'ai eue il y a 4 ans en arrière, c'est-à-dire une sternotomie, j'avais tellement de douleurs qui étaient diffuses un peu partout au niveau aussi des épaules. C'est grâce au travail des fascias que je n'ai plus aucune douleur et j'ai aucun problème, je dirais, pour rien à l'heure actuelle. Donc, on peut toujours améliorer des choses. Tant qu'on est vivant, finalement, on peut améliorer des choses. Et ça, c'est quand même, je trouve, toujours un message super intéressant. Et maintenant, le problème, c'est toujours le temps à disposition. Et dans tout ce qui est lié au temps à disposition, ça m'a amusé parce que dernièrement, il y avait une nouvelle méthode. Vous pouvez voir dans le dernier Zatopek ici, c'est mis le snack. Snack, une nouvelle façon de s'entraîner. Donc, quand on a peu de temps, finalement, c'est de se dire, même si j'ai 10 minutes, il y a des escaliers, je me fais 10 minutes d'escalier, c'est déjà quelque chose de bien. C'est comment on arrive à intégrer de l'activité physique, mais en y mettant quand même de l'intensité pour que notre fonction cardiaque, cardiovasculaire travaille aussi en dehors de sa zone de confort. Parce que on est quand même très, très souvent trop dans cette fameuse zone de confort. Et ça, il faut être capable d'en sortir un petit peu. Donc, l'activité physique, super importante. Et qui dit muscle, dit protéines. Et ça, c'est aussi une notion sur laquelle je reviens très régulièrement, c'est le fait que en vieillissant, les gens ont moins envie souvent de manger typiquement de la viande, mais on peut trouver des protéines bien entendu ailleurs, mais ils sont très souvent en manque de protéines en vieillissant. C'est des gens qui se disent « ouais, mais à midi, j'ai peu de temps, je me mange un morceau de tarte, je me mange un fruit, je me mange un petit truc comme ça, et ça devrait suffire ». Non, ça ne suffit pas. Et je pense bien au contraire que la protéine, c'est le constituant essentiel de toutes nos cellules, et qu'on a besoin de consommer, non pas ce qui est souvent proposé dans le monde des diététiciens, diététiciennes, 0,8 g de protéines sèches par kilo de poids de corps, mais moi j'irais plutôt à 1,5 g de protéines sèches par kilo de poids de corps, mais minimum 1,2 g. Et ça, déjà savoir ce que c'est une protéine sèche,
Et puis, il faut faire votre calcul par jour si vous y arrivez ou si vous n'y arrivez pas. Mais je pense que l'apport vraiment en protéines chez la plupart des gens, et encore plus en vieillissant, elle n'est pas suffisante. Ces apports ne sont pas suffisants. Et typiquement, ben aussi dans nos boissons d'effort et de récupération, on a mis de la protéine hydrolysée parce qu'on a une protéine qui est vraiment très efficace et qui arrive dans la cellule. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est la qualité de la protéine. Moi, ben là, j'ai mon frigo, je vais vous montrer un exemple. Voilà, là, ce produit-là, moi, je suis assez fan de ça, c'est un produit suisse parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent être végé ou vegan et tout. Là, on est sur un produit non transformé, un produit qui a vraiment un bon goût, qui est cuit en 5 minutes. Donc, un produit très intéressant. Vous avez ça aussi, c'est toujours la même marque qui fait ça. C'est Planted, produit qui est aussi un produit végétal. Donc, on est tout à fait capable de trouver des protéines aussi végétales qui sont de qualité. Mais une fois de plus, il faut s'intéresser à la quantité de protéines que vous avez par jour, tout comme à la quantité de graisse, parce qu'il y a encore plein de gens qui pensent que les graisses, c'est l'ennemi. L'ennemi, comme certainement vous le savez, c'est le sucre. Et parmi les choses qui permettent de gagner en longévité, et ça, je trouve que c'est quand même super intéressant à savoir et à comprendre, c'est le fait de ne pas trop manger. Alors là, je ne suis pas très sexy dans ce que je vous dis, parce que moi, j'adore bien, j'adore manger, puis j'adore les bonnes choses et tout, mais il a été prouvé que dans les facteurs de longévité, eh bien, si on mange moins, évidemment, on devrait vivre plus longtemps, ce qui est assez logique, parce qu'on met moins à contribution les organes internes, on les épargne. Et souvent, bah, là, on revient sur le jeûne. Les gens qui font des jeûnes ou même des jeûnes secs, c'est-à-dire qu'ils mangent vraiment rien, ils boivent que de l'eau, des tisanes et tout, se sentent clairement mieux. Alors, il y a tellement de livres, de littérature là-dessus. Après, il y a aussi d'autres études qui montreraient qu'à la période de la ménopause, chez la femme, le fait de faire du jeûne ou du jeûne intermittent ne serait pas forcément idéal parce que ce serait mieux d'amener régulièrement des nutriments. Mais une chose qui est vraiment certaine et qui est reconnue, c'est que l'ennemi public numéro un, c'est le sucre. Et que les personnes qui se soignent par des chimiothérapies dans le cancer, dès le moment où elles ne consomment, pour ainsi dire, aucun sucre, en tout cas pas de sucre ajouté, pas de sucre modifié et tout, eh bien, on a aussi, je dirais, des résultats encore plus positifs au traitement du cancer. De toute manière, on sait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Donc, on a tout intérêt à vraiment limiter les apports en sucre. Juste un petit chiffre qui fait quand même froid dans le dos. À l'heure actuelle, on a 550 millions de diabétiques dans le monde et on estime qu'à partir de 2050, c'est-à-dire que c'est quasiment demain, il y aura plus d'1 milliard de personnes qui vont finir diabétiques. Ça fait quand même énormément de monde qu'on va retrouver dans cette problématique liée au sucre. On le sait, mais finalement, on ne fait pas grand-chose vu qu'on retrouve du sucre à peu près partout. Donc moi, je peux vous conseiller aussi de limiter la quantité de sucre parce que dans les années 70, on consommait à peu près 5 à 7 kilos de sucre par habitant par année et qu'à l'heure actuelle en Suisse, on est à plus de 40 kilos par habitant par année et qu'aux États-Unis, ils sont à plus de 80 kilos, 80 kilos par habitant par année de sucre. C'est juste un truc de fou. Là, une fois de plus, faites attention à cette notion-là et de ne pas fatiguer finalement tout le temps ces organes internes et de ne pas fatiguer tout ce qui est lié à la digestion, parce que là aussi, on aura d'autres soucis. Voilà ce que je peux dire aussi à ce niveau-là. Et puis après, il y a un truc qui est toujours aussi assez marrant sur la longévité, c'est vraiment le côté lié au sucre, mais à l'alcool. Parce que finalement, il y a toujours ce paradoxe qui est le fameux paradoxe bordelais ou on va dire français, où on dit que le verre de vin
aurait un effet protecteur sur le cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les polyphénols, les flavonoïdes, c'est des antioxydants qu'on va aussi retrouver ailleurs, mais c'est surtout le resveratrol qui aura un effet super positif au niveau du vieillissement cellulaire. Sauf que le resveratrol qu'il y a dans le vin, il faudrait boire 5 litres de vin pour qu'il fasse effet. Donc, imaginez tous les dégâts collatéraux qu'on va retrouver si vous buvez 5 litres de vin. Donc, c'est juste quand on prend le resveratrol sous sa forme active, sous forme de gélule, que là, ça pourrait devenir intéressant. Donc, une fois de plus, l'alcool, c'est comme beaucoup de choses. Il faut en tout cas pas en abuser. C'est toujours, si vous buvez un verre et de qualité, ça vous fera certainement du bien, d'autant plus si vous le partagez, parce qu'on revient sur tout l'aspect social qui est tellement important, c'est de passer du temps avec les gens, de partager du temps avec les gens. En Thaïlande, il y a l'expression qui dit que finalement, la plus grande des pauvretés, c'est de manger seul. Et c'est vrai que de plus en plus dans notre société, les gens mangent seuls devant leur écran vite fait à midi, et puis ils partagent plus du temps, ou alors s'ils sont avec d'autres personnes, ils sont en train de faire autre chose, etc. Et ces notions-là, eh bien, c'est des notions souvent dans les différents pays dont j'ai exemple des Blue Point, eh bien, c'est un moment de partage et c'est un moment agréable et c'est des choses qui font vraiment du bien. Après, j'aimerais rajouter quelque chose dont il n'est presque jamais question ni dans ces livres-là, ni dans d'autres. Euh, Au-delà de l'état d'esprit, c'est le côté lié au rire. Finalement, le rire, le sourire, hein, souvent on voit dans certains pays plutôt d'Asie, ils ont ce côté souriant. Hein, ce n'est pas dans les pays forcément toujours les plus riches où les gens sont le plus drôles et les plus souriants. Et je pense que le rire a un effet incroyable au niveau du système immunitaire aussi, parce que en vieillissant, le système immunitaire il devient aussi plus fragile. Donc moi, je dis toujours travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, ça peut déjà être assez cool. Rire de soi, ça peut être aussi assez sympa. Et puis, le rire, un bon rire, un bon fou rire, ça fait travailler les abdominaux, ça fait travailler les muscles profonds. Donc, ça fait du bien au cerveau, aux abdominaux, ça fait du bien à tous les niveaux. Et ça, on l'a un peu perdu. Hein. On sait que il y a peut-être 50, 60 ans en arrière, les gens riaient, je crois, quasiment 20 minutes par jour. Maintenant, je ne sais pas combien de jours il faut pour arriver à 20 minutes de rire. Je ne sais pas de votre côté, mais en tout cas, je pense que ça, c'est aussi un élément qui a malheureusement beaucoup changé, beaucoup évolué, mais dans le mauvais sens, évidemment. Et après, il y a tout ce qui est lié à l'activité cardiaque. Vous savez aussi qu'on a trop de sel dans notre alimentation de manière générale. Hein. On consomme 3 à 4 fois trop de sel par jour. Donc là aussi, pensez à mettre de côté un peu votre salière, parce qu'il y a des gens, ils ne goûtent même pas et boum, ils rajoutent direct du sel. Donc ça, c'est aussi des petits gestes assez faciles à mettre en place pour bien vieillir en bonne santé et je dirais le plus longtemps possible. Après, comme on l'a dit avec Arnaud, nous, on fait aussi à travers ce qu'on fait avec BN Nutrition, à travers les compléments alimentaires qu'on peut proposer, qu'on peut justement avoir cet objectif de bien vieillir et de ne pas se limiter. Moi, j'ai toujours un peu de la peine à entendre des gens qui disent « Ouais, mais de toute façon, maintenant, à mon âge, ça, de toute façon, je ne peux plus faire, ou ça, c'est normal, etc. » Moi, je pense que nous, on n'a pas cette vision. On a cette vision de se dire « Bon, là, sur certains nutriments, eh bien, il va falloir quand même que je me complémente là-dessus. » Et c'est pour ça que moi, j'avais été bluffé aussi avec le BN Move. Hein, je me permets de leur montrer ça parce que souvent, on dit, de toute façon, on ne peut pas refaire le cartilage, les problèmes d'arthrose. Moi, j'en ai eu très jeune avec tout le sport que j'ai fait au niveau des genoux. Le BN Move, moi, je le prends maintenant depuis des années, une gélule. Avant, je ne pouvais plus marcher à la descente, sinon c'était l'enfer au niveau des genoux. Il n'y a pas de problème. Évidemment, ce n'est pas que le BN Move, c'est aussi le fait de muscler correctement ses agonistes et ses antagonistes, hein, donc tout ce qui est quadriceps, ischio-jambier, etc., pour protéger l'articulation.
les articulations, évidemment, mais les articulations, vous les protégez grâce à l'activité physique, grâce à votre alimentation qui vous permet de faire du muscle, dont les protéines, et grâce à certains micronutriments qui vont nourrir aussi la structure et qu'on peut tout le temps refaire finalement du cartilage. Et ça, c'est des gens qui disent non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et c'est même mesurable. Donc, je pense qu'on peut toujours améliorer certains paramètres biomécaniques, physiques, psychologiques. Tant qu'on est vivant, on peut s'améliorer. Et ça, c'est toujours le message que j'aime faire passer chez le plus de gens, de personnes possibles. Voilà, j'ai un peu traité tout assez vite parce que sur chaque thème, on pourrait en faire quasiment juste un seul webinaire. Mais vraiment, sur les facteurs de longévité, si je les résume, hein, l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, la cohésion, vraiment la cohésion sociale, c'est important. Trouver des personnes qui vous amènent des choses bien, quoi, des gens qui sont positifs. Les autres, éloignez-vous d'eux, franchement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La gestion du stress, alors ça, on est dans une société, waouh, c'est tellement compliqué. Donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour bien gérer le stress? Et puis, j'aime bien dans les paramètres le sens de la vie, hein. Donc, les habitants qui ont soit un sens clair de leur but dans la vie, ben, ça contribue à leur bien-être mental et émotionnel. Ça peut être spirituel, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose aussi qui est important, qui est peut-être un peu plus spirituel. Je ne sais pas comment appeler ça, mais je pense que c'est tous des éléments qui sont importants. Et la qualité du sommeil, je reviens toujours sur cette qualité du sommeil qui permet finalement de se régénérer. Et sans sommeil, ben on sait qu'on meurt assez vite. Donc le sommeil, c'est quelque chose de super important. Voilà, Arnaud, je ne sais pas si on a quelques remarques, quelques questions. Oui, alors écoute, merci Olivier pour cette presque petite heure déjà couverte sur le sujet. Donc, c'est toujours très intéressant et puis c'est vrai que ça amène toujours beaucoup de questions en fait. En général, ce que j'ai l'impression, c'est aussi beaucoup ces webinaires, ils entraînent beaucoup de questionnements chez les gens aussi parce que, comme tu le mentionnais, c'est difficile de faire le tour de tout en si peu de temps. Et c'est vrai que la thématique de l'âge, de la vieillesse, de bien vieillir revient. Moi, je peux prendre à titre personnel, par exemple, avec mes parents, ça peut être un sujet de plus en plus qu'on vient à aborder. Et c'est vrai que, comme tu le disais très clairement, le facteur de l'activité physique, typiquement, par exemple, une activité physique, certes cardiovasculaire, mais surtout au niveau d'essayer de faire du renforcement musculaire, comme tu l'as aussi noté, est très important pour le maintien aussi du volume musculaire. De mon expérience passée, c'était quelque chose qui était, je crois, un des facteurs prépondérants dans mon activité précédente, dans le sens où, en fait, la personne âgée finissait par avoir plus des problèmes dus, par exemple, à des chutes à cause d'une mauvaise, on va dire, structure musculaire. Donc, elle ne pouvait plus tenir en fait sur ses jambes, qui a intégré ou qui a amené un dégradement de la santé qu'autre chose et que ça reste quelque chose qui est prépondérant. Donc, c'est clair que moi, le premier conseil que je leur ai donné, même s'ils ne veulent pas beaucoup m'écouter, c'est de leur dire, bon, ben, allez faire un parcours Vita, essayez de faire des choses qui vous mettent en mouvement, mais surtout qui vous demandent de sortir un petit peu, comme disait Olivier, de votre zone de confort en faisant un peu de renforcement musculaire. Ça peut se faire au poids de corps facilement et puis je trouve que c'est très bien. Après, c'est vrai que sur tout le reste, moi, c'est moins quelque chose, c'est à travers, avec Olivier, que je me suis, moi, un peu plus aussi intéressé à d'autres facteurs aussi, comme celui de l'eau, où c'est vrai qu'on fait moins attention. Du moins, quand on voit sur les 6 derniers mois, ce qu'on peut retrouver au niveau de la couverture média, et beaucoup, par exemple, en France, autour de l'eau, de la pollution qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet,
et les risques qu'on peut maintenant petit à petit encourir en ayant une consommation trop fréquente d'une eau du robinet qui devient même quasi insalubre, c'est vrai que c'est très inquiétant parce que ça reste un des éléments qui compose quasiment 90% de Au niveau notre corps. moléculaire, c'est 97% au niveau moléculaire. Ouais, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et comme on sait que ça agit au niveau, du moins, ça a un impact tel au niveau moléculaire que du moins au niveau de la cellule, que c'est clair que ça peut être que important d'essayer de trouver une bonne source d'eau, de boire de l'eau en quantité suffisante et de bonne qualité parce que on sait que ça va impacter la cellule au final. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après, là aussi, j'essaye d'impact, du moins de moi, mes parents, de leur dire d'essayer de faire un peu plus d'efforts. C'est vrai, c'est sur la protéine, l'apport en protéines. Attends, juste Et Arnaud, par rapport à l'eau, parce que ça me permet de rebondir. Il y a eu une ou deux questions là-dessus, hein. Donc, si vous voulez pas dépenser des fortunes sur certaines machines, bah déjà, vous pouvez juste mettre du charbon actif, ça marche bien pour nettoyer l'eau. Et puis, il existe des machines déjà à 100-120 francs qui sont des machines qui redynamisent l'eau. Donc, l'eau redevient à quelque part vivante et elle va permettre vraiment de circuler dans les tissus. Donc, même aussi au niveau osseux, elle va être utile, hein, parce que souvent les tassements, tout ce qui est disques intervertébraux, etc., finalement, on se rend compte que oui, on a besoin d'eau et que si l'eau, elle est redynamisée, si elle est, on appelle ça hydrogénée, pardon, eh bien, l'eau vraiment ira de nouveau où elle doit aller, elle va transporter, parce que le but de l'eau, c'est de transporter finalement les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments que vous avez au niveau de votre alimentation. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver facilement dans le commerce sans dépenser des milliers de francs. Moi, j'ai une machine qui coûte plus cher parce que ça me passionne et puis que voilà, elle est directement mise sur le robinet. Mais vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers de francs non plus. Si vous le faites, bah, c'est génial d'avoir ce type de machine, mais vous pouvez aussi très bien commencer par des choses qui sont moins onéreuses. Et vous verrez, moi, pendant 2 semaines de vacances, j'avais plus la capacité d'avoir de l'eau de qualité. Et j'ai de nouveau eu un problème de peau. Et après 3 semaines, d'être de nouveau à la maison avec une meilleure eau, bah, c'est reparti. Donc, vous sentez vraiment la différence. Et moi, je le vois aussi, bah, on dit toujours que l'état de nos selles représente notre état de forme. Et moi, je vois très bien aussi que tout ce qui est intestinal, avec une eau de qualité, eh ben, ça fonctionne toujours mieux aussi. Voilà. après, moi, il y avait au niveau alimentation, et comme le disait Olivier, les protéines en suffisance. C'était un des conseils, petits conseils que c'est vrai que je leur avais partagé. Et ce qui est fou, c'est il y a aussi bon ben, il y a d'autres éléments, comme le disait aussi Olivier, les oméga 3. On va retrouver aussi tout ce qui va être aussi antioxydant. C'est pour ça que le jus de curcuma, c'est un des produits qui est beaucoup, beaucoup utilisé ou beaucoup vendu par BN Nutrition. Mais on a aussi le cas du collagène qui a été, nous, ça a été un raz-de-marée. On ne pensait pas en vendre autant, à tel point que les forecasts qu'on avait préparés pour les lancer ont été absorbés en 24 heures, alors qu'on pensait qu'on en aurait pour facilement un mois, voire même plus. Et on voit que de plus en plus, le collagène est un produit du moins qui, au niveau des gens, qui est mieux compris et qui est de plus en plus consommé. On voit qu'il y a un réel besoin. Donc, c'est ce qui est quand même fou. Et puis, je pense qu'avec les problèmes articulaires qui se développent avec le temps, c'est vrai que ça fait partie des produits qui répondent aussi beaucoup à cet âge grandissant chez les personnes qui peuvent avoir un besoin si à un moment donné on rencontre des problèmes de mobilité. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont, Au qui niveau sont de juste… l'ostéoporose aussi, hein, au niveau de l'ostéoporose, ça va jouer un rôle très, très intéressant. Et de nous, je donne l'exemple, le 30 juillet l'année passée, quand j'ai fait mon accident en VTT avec 4 fractures dans le dos, où on me dit non, non, mais il faudra opérer. Et puis non, moi, j'ai un très, très bon médecin
Et je lui ai dit non, mais moi je pense pas que je vais me faire opérer. Il m'a dit non, non, on va faire différemment. Et tu sais ce qu'il faut faire au niveau de la micronutrition et de la nutrition. Et 2 mois après, voilà, c'était OK. Donc, une fois de plus, je pense qu'à plein de niveaux, je dis pas que de temps en temps, si une opération est nécessaire, il faut la faire, mais je pense qu'on pourrait aussi éviter pas mal d'opérations si on savait mieux comment traiter certains types de blessures. Et le collagène, typiquement, s'il est de qualité, hydrolysé avec d'autres paramètres qui peuvent nourrir aussi tout ce qui est lié à la structure de l'os, ça fonctionne très bien. Non, c'est clair, c'est clair. Et après, le dernier point, comme tu l'as dit, Olivier, et puis ça, tu le sais mieux que tout le monde du fait de ton background dans le sport, c'est quelque chose qui m'a été partagé par la quasi-totalité des personnes qu'on pouvait accompagner par le passé aussi dans le sport, que ce soit des préparateurs physiques, des entraîneurs. Moi, pour la petite anecdote, on avait rencontré il y a quelques années l'équipe Alpecin de Koenig qui était un partenaire que j'avais par le passé. Et puis, c'est vrai qu'un des premiers points, quand on avait organisé un webinaire avec les athlètes, les prépas, avec le staff et eux-mêmes, qui mettaient en avant, c'est qu'un des points principaux qu'ils avaient, c'était que le facteur quasiment numéro un, c'était chez les athlètes de haut niveau, dans ces disciplines, on va dire, d'endurance, c'était le sommeil. Le sommeil qui est vraiment un facteur je pense que c'est peut-être le facteur le plus sous-estimé chez tout le monde. Du moins, quand on voit l'impact que ça peut avoir, c'est vrai que pour une bonne nuit de sommeil, et la bonne nuit de sommeil, ça ne veut pas forcément dire dormir 10 heures ou dormir du moins, c'est de savoir bien dormir, dormir correctement et puis en tirer un bénéfice. Et pour ça, c'est vraiment, je pense qu'avec le vieillissement, quelque chose qui devient de plus en plus important parce que c'est cette petite optimisation qui fera que voilà, on va mieux vieillir. Et c'est pour ça que je vais rebondir sur les questions et poser les questions maintenant à Olivier, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont maintenant en attente. Je remercie toutes celles et ceux qui ont apporté des commentaires déjà, qui ne sont pas des questions, comme le cas de Yolande qu'on connaît très bien et on la remercie. Puis je pense que ça fait du bien à tout le monde d'être dehors au contact de la nature et des animaux, parce qu'on parlait du côté social qui est très important. Et là, je suis désolé, je repars sur autre chose, mais moi, je vois le lien social, le facteur qu'il peut avoir chez des personnes avec l'âge qui se trouvent de plus en plus, on va dire, isolées. Et on voit, moi, je le vois avec une voisine qui habite juste à côté de chez moi, palier à côté de chez moi. Et on voit du moment qu'elle n'a plus été en capacité de se déplacer, de sortir de chez elle, la baisse de fréquentation et on voit en fait l'accélération, en fait, on va dire, indirectement d'un vieillissement et même petit à petit de complications plus importantes. Donc, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, pour maintenant switcher là-dessus, et ce que je disais juste avant, en fait, il y avait une question qui était posée, y a-t-il un traitement de prévention? En fait, la prévention, c'est, je pense, ça, je fais l'introduction à la réponse à Olivier, mais moi, je pense que c'est la mise en place de plein de petites choses. Ça va être d'amener quelques corrections au niveau de l'alimentation, de trouver quelques solutions ou des améliorations au niveau du sommeil, d'essayer de faire attention, pas tous les jours, mais à son alimentation, d'être peut-être un peu plus réceptif à savoir si on a un apport en protéines et en oméga 3 suffisant. Ces petites choses-là, est-ce que j'arrive à intégrer un petit peu d'activité physique et sportive dans mon quotidien? Et ça, je pense que ça fait partie d'une première étape qui vise par la suite à intégrer des routines. Parce que je pense qu'en fait, le secret en fait, réside avant tout dans la répétition et dans la routine. Du moment qu'on arrive à intégrer une routine, je pense que ça devient quelque chose de beaucoup plus facile et c'est quelque chose qu'on arrive à intégrer comme quelque chose de perfectible avec le temps. Parce que c'est très difficile de se dire ah ben, je vais tout transformer du jour au lendemain et y arriver, plutôt que se dire je commence par étapes et par paliers et j'intègre au fur et à mesure. C'est là où je pense qu'on aura les meilleurs résultats sur du long terme. Et ça, je pense que c'est pour moi ce qu'on peut appeler comme le meilleur traitement de prévention. C'est d'essayer de prendre ces best practices,
les intégrer petit à petit à son quotidien et en fonction de ce qu'on peut faire et puis de les développer. Je pense qu'il y a une notion, tu dis de routine, il y a une notion, et il y a deux notions finalement qui sont pas antagonistes, mais c'est la discipline. Et la plupart des gens manquent quand même de discipline parce qu'ils sont fatigués, puis voilà. Puis après, il y a la notion de plaisir. Donc en fait, il faut trouver des choses qui t'amènent quand même du plaisir, mais ce sera grâce à la discipline et de le faire régulièrement. Nous, en Asie, ils ont une vision de dire, bah, OK, ça va pas être très drôle, mais quand tu auras finalement, quand tu seras un expert ou que tu le feras bien, tu vas avoir du plaisir. Or que nous, en Occident, on est plutôt toujours dans cette vision super, ouais, je vais avoir du plaisir avec le système de récompense lié à la dopamine, mais il y a deux systèmes d'activation de la dopamine. Il n'y a pas que celui de récompense, il y a celui qui est vraiment lié à la réalisation de certains objectifs sur du moyen long terme et qui demande de la discipline. Et ça, c'est souvent plus difficile, effectivement, mais je te rejoins, c'est mettre en place des routines ça demande de la discipline, qui amèneront à avoir du plaisir dans se sentir bien, tout simplement. Et de pas justement tout de suite aller se dire ah tiens j'ai un truc qui va pas, hop je me bouffe un truc super sucré. Sur le moment ça ira, puis deux minutes après tu dis pourquoi je l'ai fait, ou bien je vais me fumer une cigarette. Ou l'histoire du café, hein, il y a aussi un très très bon magazine l'année passée qui a parlé beaucoup du café, de cette sale habitude finalement de s'arrêter, je ne sais pas combien de fois devant la machine à café, parce que ça a aussi un rôle social, effectivement, et de se tirer des cafés toute la journée, je peux vous dire que vous ne faites vraiment pas du bien non plus. Donc, voilà, mais je te rejoins sur le reste. Le reste, c'est vraiment une vision, une fois de plus, holistique de la santé. Et peut-être on devrait mettre en place du coaching de planification. Parce que moi, quand j'ai des fois des personnes qui ont 30 ans, qui travaillent à 80%, c'est arrivé, hein, j'en parle comme ça, qui n'ont pas d'enfants et qui me disent j'ai pas le temps. Bon, ben, il y a certainement un problème de planification. Toi qui as 3 enfants, Arnaud, tu sais que 3 enfants, ça demande plus d'organisation, de planification, parce que c'est plus compliqué. Court toujours après ça, mais à un moment donné, c'est aussi de se dire, ben moi, je suis aussi important, je me remets au centre, parce que je le vaux bien aussi, hein, L'Oréal, je le vaux bien. Donc à quelque part, c'est vraiment des choses, oui, c'est de l'organisation, de la planification, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut finalement aussi pour soi, et pas de se dire j'attends de tomber malade pour commencer à prendre soin de moi et de ma santé. Après, je vais répondre à plusieurs de vos questions. Plusieurs posaient la question, est-ce que je peux avoir les références des livres ou est-ce que je peux avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de filtration à eau? Ce que je vais faire de toute façon, c'est demain, je vais recevoir normalement la notification d'enregistrement du webinaire. En général, on fait un article de blog qui suit la publication et la disponibilité de la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube. Dans l'article de blog, j'intégrerai les références. Je demanderai à Olivier qui m'envoie les références d'informations sur les livres et les quelques systèmes de filtration à eau. Et je les mettrai, je viendrai les annoter dans le blog. Comme ça, vous pourrez venir récupérer l'information directement dedans. Plusieurs questions au niveau de comment on vient à calculer la quantité de protéines dont on a besoin. Alors, je te laisse répondre. On n'a pas sur notre site quelque chose là-dessus Si, je crois il y a un article qui a été rédigé sur comment venir à calculer ces en gros, hein, quand vous prenez un produit, ici, vous avez toujours sur l'étiquette, finalement, certaines informations. Et c'est toujours normalement lié à 100 grammes. Là, par exemple, on voit qu'on a 21 grammes de protéines, ça veut dire de protéines sèches pour 100 grammes. Ça veut dire que ici j'ai 180 grammes de produits, donc j'arriverai à peu près à aller à 36-37 grammes de protéines sèches. Maintenant, si un gars comme moi, disons, j'exagère un peu, je fais 2 mètres 100 kilos,
et que je fais quand même pas mal de sport, je devrais arriver à 150 grammes de protéines sèches par jour. Donc, c'est pas si facile à trouver ces 150 grammes de protéines sèches. Donc, ça veut dire que là, j'aurais même pas 40 grammes, d'accord? Donc, ça veut dire que dans un œuf, j'ai 8 à 10 grammes maximum de protéines sèches par œuf. Donc, c'est aussi tout ce calcul-là qui me permet de comprendre ça. Ici, par exemple, dans ces protéines végétales, pour 100 grammes, j'ai quand même 31 grammes de protéines sèches, ce qui est vraiment beaucoup. Par contre, si je prends certains types de yaourts, il y aura 4 grammes de protéines sèches. Donc, c'est quasiment inutile, en tout cas pas du tout intéressant. Dans les oléagineux, les noix, les amandes, souvent, c'est 10 à 12 grammes. C'est pas mal, hein, 10 à 12 grammes de protéines sèches. Et c'est, en fait, vous prenez votre poids ou votre poids idéal, vous faites fois, allez, minimum 1,2 g, puis ça vous donnerait les protéines sèches que vous devriez avoir par jour. Minimum. Voilà. Puis sinon, vous pouvez acheter des protéines sous forme de poudre parce que dans le monde du sport où les gens doivent vraiment prendre la protéine, je leur dis, mais prenez 40 à 50 grammes sous forme de poudre parce que ce sera beaucoup plus facile. Mais là aussi, vous avez plein de produits qui sont vraiment pas recommandés parce qu'ils sont bourrés de sucralose, aspartame, acésulfame K, enfin, plein de faux sucres, etc. Et là aussi, il faut regarder la qualité des produits. Pas toujours les mêmes. Ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais. Moi-même, du moins, Olivier avait quelquefois une habitude, c'était de prendre de la protéine en poudre le matin. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Franchement, c'est pas mal. Avec une banane, en plus Ouais, dedans, mixé et tout. Non, franchement, c'est là-dessus, pas mal, c'est. hein. Voilà. Après, il y a une question, je ne pourrais pas répondre. C'est celle de Gaylord qui demande est-ce que les écrans entraînent une accélération du vieillissement? Alors, déjà, au niveau oculaire, évidemment, hein, et ça, c'est aussi intéressant parce que la plupart des gens qui sont devant un écran regardent l'écran à l'intérieur de la maison. Et par exemple, en Corée, ils ont énormément eu de problèmes parce que les enfants, depuis très tôt, ils ont tous besoin de lunettes parce que les gamins, ils sortaient plus du tout. Et on sait que l'œil, ben, il se nourrit de la lumière du soleil aussi, et que aussi par rapport au sommeil et à la mélatonine, c'est grâce à la lumière du jour qu'on se recharge finalement en mélatonine. Donc, on voit que dès le moment où on est enfermé, ben oui, ça va amener un vieillissement prématuré, pas qu'au niveau des yeux, mais de manière générale, parce qu'on a besoin de la lumière du jour et que si on ne l'a pas, eh ben, ça nous fera du mal et que, évidemment, au niveau de la position assise et compagnie, ben, on va augmenter les problèmes de sédentarité et puis que les ondes aussi de ces fameux écrans sont des ondes qui ne nous font pas du bien non plus. Donc, ça va effectivement être un autre facteur qui peut amener à un vieillissement prématuré, clairement. Ouais. Ça, c'est bon. Après, il y a une question qui avait été posée sur le bilan. Il disait, sans un bilan, comment savoir ce qu'il faut prendre en nutrition? C'est marrant parce que c'est vrai que c'est juste, ça peut aider. Maintenant, c'est pas nécessairement, du moins, le cas pour toutes les complémentations. Là, je sais que toi, Olivier, tu le fais avec certains de tes patients. Je ne sais pas si tu veux en parler. Alors moi, typiquement, certains bilans sanguins, ben, c'est des bilans où pas mal de médecins vont pas le proposer parce que est-ce que ça va être remboursé par la caisse maladie et compagnie? Souvent pas, malheureusement. Et ça, c'est des gens qui sont intéressés à leur santé. Dernièrement, j'avais un couple dont lui avait fait un bilan très pointu, ce que je demande, et puis c'était impressionnant parce que tous les paramètres étaient juste magnifiques, mais parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment, entre guillemets, l'effort, enfin, il trouve ça super intéressant. Et on voit, il a 50 ans cette année, c'était juste incroyable à quel point tout était vraiment bien réglé. Alors, il y a des compléments. Si tu prends des oméga 3, il faudrait en prendre tellement pour être tellement élevé pour que ça devienne dangereux que t'as pas trop de risques. Presque tout le monde est carencé en oméga 3. Il faut voir la qualité justement des produits des oméga 3. Là, t'as pas trop de risques. Si tu commences à te complémenter en sélénium et que t'en prends trop, bah, ça devient un pro-oxydant, le sélénium. Donc là, faut pas faire n'importe quoi. Il y a certains types de compléments, effectivement, euh,
si tu te carences si tu penses que tu manques de fer et puis que tu commences à avoir trop de fer, l'hémochromatose, ça, c'est vraiment pas non plus recommandé. Donc voilà, donc il y a certaines choses qui valent vraiment la peine d'être mesurées, clairement, et puis d'autres où, de toute façon, on sait que la plupart des gens sont trop bas. Donc la vitamine D, pour avoir trop de vitamine D, c'est aussi très très rare. On pourrait presque tous, dès le moment où l'automne va arriver jusqu'au printemps, se complémenter en vitamine D sans problème, quoi. Donc voilà, après, je donnais l'exemple du curcuma. Des fois, j'ai des gens qui me disent ah, tu peux prendre du curcuma ou de la spiruline toute l'année. Ouais, c'est pas en cure. Je dis mais toi, tu manges du pain blanc toute l'année, tu bois du café avec de la crème, du sucre, tu fais des trucs aberrants toute l'année. Ça, tu le fais pas en cure, tu le fais toute l'année. Donc ça veut dire toujours ce qui est bien, on le fait en cure, puis ce qui est pas bien, on le fait toute l'année. Est-ce qu'on ferait pas plutôt le truc inverse, hein? Moi, je donne souvent l'exemple. Moi, ce que je raconte les trois quarts du temps, je le fais, puis un quart du temps, j'adore le saucisson, j'aime bien boire un verre, enfin voilà. Mais je le fais plutôt dans ce sens-là que dans l'autre sens. Voilà. Mais on revient sur du bon sens. Non, mais ça, c'est clair. De toute façon, une fois j'avais fait le tour sur les produits qui étaient vendus via BN Nutrition, pour les produits que nous, on recommande au niveau nutrition, c'est vrai qu'il n'y a rien qui pourrait, à un moment donné, affecter de façon négative par une consommation qui serait, on va dire, trop importante ou à un moment donné pour lequel il y aurait eu une erreur. C'est pas parce que vous allez prendre 2 cachets de plus du moins, que vous allez prendre 2 cachets de plus de spiruline que ça va changer. Alors, c'est vrai qu'il faut éviter d'en consommer des quantités. C'est vrai, ça c'est clair pour le cas aussi de la spiruline. Mais à un moment donné, il faut rester aussi. Ouais, Arnaud, il y aurait juste la B6. La B6 où il faudrait faire gaffe parce que, en fait, maintenant, il y a un peu de la B6 partout, dès le moment où tu prends du magnésium et tout. Et puis, trop de B6, là, il faudrait quand même faire un peu attention. Donc, quand les gens, parce que des fois, tu sais, moi, souvent, les gens disent, oui, mais les gens qui ne me connaissent pas peuvent se permettre de dire, ouais, de toute façon, si tu vas chez Bourquin, il va essayer de te vendre, je ne sais pas combien de compléments, puis ils partent, puis ils disent, ben, c'était plutôt le contraire. Donc, des fois, j'ai des gens qui arrivent avec je ne sais pas combien de compléments, je leur dis, non, mais déjà, vous pouvez, ça, non, ça, non, ça, peut-être ça, et puis surtout d'abord l'alimentation. Puis après, en complément, on se complémente. Donc voilà, après, c'est vrai qu'en vieillissant, il y a des choses qui deviennent intéressantes. Donc, si les gens se retrouvent avec donc, chaque complément de la B6, ça, ce sera quand même pas un truc top au niveau justement neuromusculaire. Mais du moins en général, la B6, elle est présente dans des compléments alimentaires dans lesquels on l'associe pour son assimilation. Il y en a pas non plus des millions. Ce que je veux dire, il faudrait vraiment être dans un cas de figure où il y a une personne qui consomme à outrance déjà des compléments alimentaires pour se retrouver avec des quantités de B6 qui soient, je pense, hein, trop importantes. Parce que quand je fais le tour un petit peu, c'est vrai que il en faut quand même, du moins, c'est vrai qu'il en faut, on peut la retrouver beaucoup, mais voilà, après, ça, c'est pas quelque chose que, du moins, que nous, de toute façon, on vend seul de la B6. On peut le retrouver Non, mais sur. ça, là, c'est l'exemple typique d'un ami qui a fait un bilan très poussé que j'ai demandé et dont la B6, et lui, il est assez à se complémenter sur pas mal de choses, il est trop élevé. Donc voilà, comme ça, il le saura. Donc par rapport à la question, quand même, de mesurer certaines choses, bah, on sera plus sûr, ça c'est clair. Après, il y avait une question sur. Bon, ça, c'est un truc qui revient souvent. Valérie qui nous pose cette question-là. La protéine, elle cause-t-elle pas des problèmes rénaux? Alors, c'est vrai que c'est une fausse croyance là. Donc, il n'y a C'est- pas, du moins, il n'y a pas de problème. Ça, c'est de nouveau, je veux dire, tu commences à manger 2,5 grammes de protéines sèches, voire 3 grammes par jour, que tu bois peu, et puis tu bois pas de la bonne eau, et puis que tu consommes pas de légumes, tu auras des problèmes. Ça, c'est évident. Si tu prends le fameux régime du camp, où tu mangeais que de la protéine, évidemment que c'est pas bon au niveau des reins. Mais si tu n'as pas de problème de reins, et puis tu consommes ce type de protéines, ça va te faire du bien. C'est exactement comme la créatine. La créatine, c'est pas un produit dopant, c'est un produit super intéressant au niveau musculaire, mais aussi au niveau cérébral. Et en fait, c'est quand on consomme trop, parce que souvent,
Alors, les gens vont te dire, il faut prendre 20 grammes par jour. Bah, non, mais si tu prends 5 grammes, ça va te faire du bien. Et la seule problématique qu'il y a eu, c'était chez quelqu'un qui a déjà eu des problèmes de reins, puis qui en prenait beaucoup. Alors, il a eu des problèmes. C'est comme quand tu parles, ouais, la bigorexie, ces gens qui font tellement de sport, trop de sport, ça représente pas 1% de la population, mais on en parle. Mais on ne parle pas des 80% de gens qui font pas assez de sport. Donc, ça arrange plein de monde toujours de ce type de Il faut, il questionnement. faut, Mais c'est ouais, bien. il faut y aller, hein, parce que même moi, C'est des bien de fois, poser la question. Là, dernièrement, j'ai quelqu'un qui revient, on revient souvent sur je vais faire une fois un truc là-dessus, un article sur les oxalates, parce que quelqu'un a écrit un livre, tous ces antinutriments, ces trucs qui te prennent les vitamines, qui te les coincent, comme les noix, les amandes. Puis alors, les gens, ils vont arrêter de manger des noix, des amandes parce qu'il y a des oxalates. Mais non, tu vas pas manger non plus 200 grammes d'oléagineux. Donc, c'est toujours des espèces de phénomènes de mode pour faire parler. Revenons sur le bon sens paysan. Moi, je viens de la campagne du Jura. Revenons sur ce bon sens. C'est la dose qui fait le poison. Et à comment tu assimiles ça, etc. Ça c'est pour moi plus important, en fait. Et ça rebondit sur une question qu'avait posée Virginie à côté aussi, par rapport à ce que tu disais. Donc, pour répéter ce que tu disais avant, 1,2, du moins, parce qu'elle demandait en fait la consommation de protéines qu'elle pouvait avoir journalière. Euh, ben, du moins, c'est pas trop difficile, du moins. Un fois 1,2 ou 1,5 fois donc, ton poids, et Ouais, puis idéalement. Ouais. voilà, tu auras ce que tu as besoin. Et puis, en plus, encore, pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, moi, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de consommer 1,5 g ou même 1,7 g de protéines sur des jours à forte activité physique. Il faut y aller, hein, pour Faut y aller. les. Ouais, et Ça demande, surtout si même tu mes fais du jeûne séances, intermittent. ouais, Dans un sandwich, ils te mettent 30 grammes de jambon. Donc, dans 30 grammes de jambon, tu vois ce qui te reste comme protéine. Tu auras 6 grammes de protéines sèches. Donc, je veux dire, généralement, ils ne mettent pas plus. Tu vois. Donc, c'est évident que ça demande une réflexion. c'est quand même, je trouve quand même que c'est très, très difficile à avoir, à moins d'avoir un régime ultra spécifique, de manger 10 yogourts de skyr par jour, un Ça, ce ne steak, serait pas recommandé non plus. un steak de 500 grammes. Voilà, non, mais c'est pour ça que tu disais le bon sens. Je pense que, voilà, je pense que ça en fait pas. Et pour enfin finir avec une dernière question, alors je pense que c'est difficile d'y répondre. Si on devait prendre un produit, selon toi, ce serait lequel? Exemple MindSharp. Alors, je te laisse y répondre. Moi, j'ai ma réponse. Il n'y en a pas. Ça dépend tout ce qu'on va chercher à viser si on cherche la complémentation. Maintenant, c'est vrai que le MindSharp, en dehors de si on va bien, je pense que ça peut être un très bon soutien cognitif, parce que je pense que c'est quelque chose qui impacte tellement notre quotidien dans notre société moderne. On voit tellement de gens qui sont quand même dans des situations assez, pas graves, mais quand même qui ont de grosses difficultés pas à mener les deux bouts, mais mentalement à tenir. Et je pense que c'est un très bon produit. Ouais. Moi, de nouveau, je ne vais pas être du tout dans le côté marketing. Si je devais prendre un seul bon produit, ce serait de l'eau de qualité. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, parce que finalement, elle va transporter correctement. Et puis, le deuxième bon produit, c'est de l'oxygène, de bien respirer par le nez. Et puis, déjà, tout ça, ça va favoriser tous le transport, acheminer les choses à la cellule, etc. Donc, vous voyez, là, on n'est pas on n'est pas très business, mais si je devais répondre à ça, bah, l'eau de qualité. Voilà. Bon, super. Et je remercie beaucoup toutes celles et ceux qui, en commentaire, nous ont remerciés pour le webinaire Merci à et vous pour d'être votre restés. présence. C'était encore très chouette de vous avoir pendant 7 h 30 ensemble pour traiter et parler de ce sujet. Euh, N'hésitez pas, des fois, par message sur les réseaux sociaux pour celles et ceux qui suivent Olivier ou Ben Nutrition, ou par mail si vous le souhaitez, de nous donner des pistes, si vous le souhaitez,
de sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez qu'ils soient mis en avant, soit sur des formats vidéo, des formats plutôt podcast ou des formats webinaires, parce que c'est vrai qu'on peut avoir, nous, notre propre idée de ce qu'on aimerait vous proposer, qui pourrait être vos attentes, mais des fois, on peut être surpris. On peut être très, très souvent surpris, comme le fait Olivier. Hein, c'est un aficionados de certains podcasts dans lesquels il peut trouver des fois des sources d'inspiration, d'information, d'intérêt. Ça peut être un très bon point d'entrée par la suite pour créer ou travailler sur ces sujets. Donc n'hésitez pas. Et puis avec grand plaisir, après Olivier fera le reste du travail pour vous proposer, vous préparer un contenu qui puisse essayer de répondre, je l'espère, à vos attentes. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Je Non, à remercie toi pour l'organisation. pour Et ton puis, temps. excellente soirée à tout le monde. Et puis, je me réjouis de vous retrouver. Et puis je finis quand même là-dessus. Je me réjouis vraiment de partager avec vous ce nouveau bouquin. Alors, allez-y, on va pas. Il en reste plus beaucoup, donc n'hésitez pas à le commander. Ça nous fera très très plaisir. Là, ça c'est du marketing, mais quand même, moi, ça me fait très plaisir si vous allez C'est l'acheter. du marketing, mais c'est aussi pour que les gens aillent bien parce qu'ils vont mieux comprendre toute la philosophie d'une bonne santé. Donc, franchement, allez-y. C'est pas, en plus, c'est que du papier. En général, quand on lit quelque chose, il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Donc, il est en ligne, n'hésitez pas à l'acheter. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie énormément encore pour votre temps. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente soirée. À toi aussi, Olivier, une excellente soirée. Et à tout bientôt. Maintenant, bonne Merci. Au soirée. revoir. Merci, à Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Merci.